Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins arpentent cette semaine le monde de Schopenhauer en compagnie de Géraldine Mosna-Savoie, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Tristan Grenassia et Samuel Legendre à la réalisation de pendules métaphysiques. Cette semaine, Midia Portis-Guérin, à la lecture Une volonté de vivre, Georges Claes, avec aujourd'hui à la prise de son le Glenn Gould de la technique, Jean Frédérix. À 10h51, comme tous les jours, vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui donne la parole cette semaine à Philippe Descola à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, La composition des mondes, un livre d'entretien paru chez Flammarion. Vouloir sans motif, toujours souffrir, toujours lutter, puis mourir, et ainsi de suite dans le siècle des siècles, jusqu'à ce que la croûte de notre planète s'écaille en tout petits morceaux. C'est le programme réjouissant de notre semaine consacrée à Schopenhauer. Hier, Christophe Bourriaud nous a livré les clés de compréhension du livre 1, du monde comme volonté et comme représentation. Demain, Frédéric Schifter vous dira en quel sens l'art peut être conçu comme la revanche de la représentation, dans le livre 3. Et jeudi, Christophe Salin vous expliquera comment vous libérer du vouloir vivre et de l'oscillation entre la douleur et l'ennui. Mais aujourd'hui, pour le deuxième temps de cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Vincent Stanek, auteur d'un ouvrage intitulé La métaphysique de Schopenhauer paru aux éditions Vrin, et qui est avec nous en duplex depuis Dijon. Bonjour Vincent Stanek. Bonjour. Alors Vincent Stanek, hier nous avons vu avec Christophe Bourriaud en quel sens le livre 1 jetait les bases d'une théorie de la connaissance, en insérant la causalité du côté des formes nécessaires à la connaissance à côté de l'espace et du temps, en dépassant ainsi la conception kantienne. Dans le livre 2, il s'agit à proprement parler de métaphysique et on passe de la représentation à la volonté. Alors avant de définir la volonté, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots de ce qu'est cette représentation ? Alors chez Schopenhauer, le concept de représentation a un sens très large qui recouvre tout ce qui est analysable en termes de dualité entre sujet et objet. Et d'autre part, c'est la deuxième caractéristique, c'est tout ce qui est subordonné au principe de raison. Donc on y trouve à la fois les perceptions, les concepts, les intuitions a priori et les représentations du sens interne en tant qu'elles sont elles aussi soumises au principe de raison. Et la caractéristique de cette transition du livre 1 au livre 2, c'est que, comme le dit Schopenhauer dans le livre 1, ce qui caractérise la représentation, le règne de la représentation, qui est aussi le règne de la connaissance, c'est son caractère éminemment relatif et aussi insatisfaisant. Puisque, tel que le dit Schopenhauer, la caractéristique propre du principe de raison qui soumet la représentation, c'est le fait qu'il n'y a pas de terme à la recherche des raisons. C'est-à-dire que ce qui caractérise la recherche du principe de raison, c'est qu'on est dans une régression infinie, qu'on cherche la cause, mais qu'il y a toujours une cause à la cause, et que finalement, il y a une sorte de déficience ontologique, ontique, fondamentale, qui est la marque du principe de raison et de la représentation en tant que telle. Et donc, ce qui marque la transition du livre 1 au livre 2, qui est vraiment la césure fondamentale du livre, le monde comme volonté et représentation, c'est que justement la théorie faite dans le livre 1, c'est la théorie du monde comme volonté, et quand on passe au livre 2, c'est le passage de la théorie de la théorie de la représentation à la théorie de la volonté, mais il faut évidemment s'empresser d'ajouter que les deux ne sont pas sur le même plan. En effet, la représentation, c'est aussi le règne du phénomène, de l'apparence. Schopenhauer met sur le même plan la théorie platonicienne et la théorie kantienne. Et donc, quand on passe du côté de la volonté, on passe à la chose en soi, on passe à la réalité véritable. Et c'est tellement vrai que, peu de temps après avoir écrit la première édition du Monde comme volonté, Schopenhauer
en a fait une remouture, si l'on veut dire, pour des leçons en 1820, et qu'en fait, il a opposé une première partie correspondant au livre 1, qu'il a intitulé Théorie de la représentation, et tout le reste, qu'il a intitulé Métaphysique, métaphysique de la nature, en différents sens. Voilà. Donc c'est l'opposition entre représentation, théorie de la représentation et métaphysique. Une opposition, mais comme vous l'avez dit, qui ne sont pas entre deux domaines, qui ne se situent pas sur le même plan, parce qu'on ne peut pas non plus considérer qu'il y aurait dans le livre 1 une approche purement scientifique, dans le livre 2 une approche purement philosophique, et que la seconde viendrait supplanter la première. Les choses sont plus compliquées que cela. En réalité, Schopenhauer dit bien dès le début du livre 2 qu'il ne s'agit pas de congédier complètement l'approche scientifique. Pas du tout, puisque la science a son mode de vérité propre, elle a son mode de validité propre, et même elle nous livre une indication vers la métaphysique, puisque Schopenhauer dit bien que du point de vue de l'analyse scientifique elle-même, la science montre bien qu'elle possède des limites qu'elle ne peut que se contenter d'exposer. Par exemple, c'est le cas du concept de force, dont Schopenhauer dit bien que du point de vue de la science elle-même, c'est un terme au-delà duquel elle ne peut régresser. Donc, elle est en quelque sorte la propédeutique aussi de la métaphysique qui est développée dans le livre 2. C'est-à-dire, il s'agit de déceler derrière les lois scientifiques ce que lui-même appelle force et qui lui permet de fournir ce concept de volonté ou de vouloir selon les traductions. Alors, comment expliquer ou comment Schopenhauer procède-t-il à la mise en place de ce concept même de volonté comme étant le concept, cette fois-ci métaphysique, auquel se rattachent les différentes explications qu'il a essayé de proposer jusqu'à présent? Alors, il y a une espèce de mise en scène dans le texte de Schopenhauer entre la partie 1 et la partie 2, puisque au terme de la partie 1, il montre que la voie d'accès à la chose en soi, la réalité véritable, est à la fois pressentie à travers la science, qui montre qu'il y a des limites au-delà desquelles elle ne peut remonter, et d'autre part, il fait le constat de son impuissance à remonter au-delà. Donc on termine ce livre 1 dans une espèce d'aporie qui est, encore une fois, fortement thématisée par Schopenhauer, et il y a un mouvement assez remarquable de réduction de l'ensemble, si vous voulez, de la théorie de la représentation, et pour dire, il n'y a qu'une seule voie, une seule voie qui nous est ouverte pour aller au-delà du phénomène, vers la chose en soi, et ça, c'est la voie du corps, puisque ce que repère Schopenhauer, c'est que le corps, en un sens qu'il va falloir définir, c'est le seul objet qui possède non seulement un accès du point de vue de la théorie de la représentation, c'est-à-dire du point de vue de l'extériorité en quelque sorte, mais aussi une voie d'accès qui nous livre le chemin via l'intériorité vers ce qu'il appelle volonté. Alors on va l'écouter définir lui-même en quel sens ce corps est ce qui lui permet d'accéder à la fois à la dimension extérieure, à l'objectivité de la volonté et à la dimension beaucoup plus intérieure de celle-ci. C'est dans le paragraphe 24 du monde comme volonté, comme représentation. Écoutez. Mon corps excepté, de toute chose je ne connais qu'une face, celle de sa représentation. Son essence intime, semblable à un immense secret, me reste impénétrable. Et cela même si je connais toutes les causes qui produisent ces modifications. Ce n'est qu'en partant d'une comparaison avec ce qui se produit en moi lorsque, mu par un motif, mon corps accomplit une action, ainsi qu'avec ce qu'est l'essence intime des modifications qui, déterminées par des raisons extérieures, s'accomplissent en moi, que je puis accéder à l'intelligence de la façon dont ces corps, dépourvus de vie, se modifient sous l'action de cause. Afin de comprendre ce qu'est leur essence intime, dont le phénomène m'indique seulement la connaissance de la cause, la simple règle d'après laquelle ils font leur entrée dans le temps et l'espace, et rien de plus. Et je le puis parce que mon corps est le seul objet dont je ne connaisse pas uniquement une seule face, celle de sa représentation, mais également sa seconde face, laquelle a pour nom volonté. Il est difficile, Vincent Stanek, de comprendre comment le corps, phénomène ou même domaine vécu par excellence, incarnation d'un être, peut être une voie d'accès vers la volonté qui, on l'a dit, est un principe métaphysique. Alors c'est toute la difficulté de l'entreprise de Schopenhauer qui suppose un trajet qui est assez considérable dans l'œuvre dans le texte lui-même. En effet, et ça il faut le dire tout de suite pour lever les équivoques, l'objet de la théorie de Schopenhauer, c'est d'offrir une explicitation, une interprétation du monde dans son ensemble. C'est-à-dire non seulement
des phénomènes humains, mais des phénomènes de la nature animale, et aussi jusqu'à la nature inorganique. Donc la volonté, au terme du parcours, devra être aussi un principe universel. C'est le monisme de la volonté chez Schopenhauer. Et donc, il va y avoir un travail très considérable pour aller de la connaissance de la volonté à laquelle on peut avoir accès par le corps, jusqu'à cette compréhension globale du monde en tant que tel. Et donc, ce que nous dit ce texte, c'est deux choses. D'abord, et ça c'est très important, le corps, c'est un objet unique au sein de l'ensemble du monde. Là, il y a une espèce de réductionnisme de Schopenhauer qui est très saisissant. Il nous dit, eh bien, il y a tout le domaine de la représentation et il y a cet objet singulier qui est le corps. Et le corps, c'est deux choses. Ces deux choses, d'abord, c'est une représentation, c'est-à-dire comme une autre. Le corps est un objet qu'on peut voir, qui peut s'insérer dans une chaîne de causes et de conséquences, mais c'est aussi quelque chose dont nous avons un accès intérieur, c'est-à-dire c'est quelque chose par quoi nous pouvons souffrir, par le quoi nous pouvons désirer et désirer d'autres corps, et donc il y a véritablement une singularité de cet objet, et le fait fondamental, pourrait-on dire, de la métaphysique, c'est cette dualité, c'est cet objet qui est d'un côté représentation, mais de l'autre autre chose, et c'est cette autre chose que tout le livre 2 va explorer, va définir comme volonté et va ensuite l'étendre à l'ensemble de la nature pour en faire la clé métaphysique de l'interprétation du monde. Mais le fait d'ancrer sa métaphysique au sein du corps, on peut y lire, on peut le voir comme un geste de plus qui lui permet de s'éloigner de la métaphysique telle que Kant l'entendait, on en a parlé hier, puisque là, il insère vraiment une dimension sensible et vécue au sein de la métaphysique qui est censée être coupée de toute expérience. Et effectivement, c'est une opposition extrêmement forte que Schopenhauer marque dans sa conception de la métaphysique par rapport à Kant. Il reprend des textes de Kant où Kant explique que la métaphysique doit être a priori, faite à partir de concepts, et il s'oppose très fortement à cette thèse en disant qu'il doit y avoir une métaphysique a posteriori, une métaphysique empirique, et que la base de la métaphysique réelle, doit être une base empirique, et cette base empirique, c'est l'expérience du corps en tant qu'il est donné à la fois comme représentation, mais aussi comme ce qu'il appelle volonté. Et cette caractéristique, cette volonté de construire une métaphysique empirique, Schopenhauer la pose très fortement. Et comment s'en sort-il quelque part pour justifier cette approche-là, puisque il est difficile de voir le lien entre le corps vécu, incarné, le corps tel qu'on peut l'observer, pas simplement dans la représentation, mais aussi tel qu'un individu le vit lui-même, la souffrance, le plaisir, les sensations que fournisse le corps, et la métaphysique qui par définition, l'essence de la métaphysique est de l'ordre de la pensée. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de monisme chez Schopenhauer, où le corps et l'esprit ne sont pas séparés ? Alors, il y a effectivement chez Schopenhauer une forme de monisme, puisque la volonté, ce sera le principe d'explication universelle. Ensuite, bien entendu, ce qu'il faut dire pour avancer dans la compréhension de ce que Schopenhauer veut dire, c'est qu'il y a chez lui effectivement l'idée que tout ce qui relève du concept ou de la pensée intellectualisante est secondaire par rapport au socle pulsionnel qui est celui de la volonté. Ça, c'est une caractéristique de la pensée de Schopenhauer sur laquelle on pourra revenir. Et d'autre part aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le geste inaugural de Schopenhauer apparaît dans son premier abord assez simple, mais qu'il y a derrière toute une complexité archéologique à construire. En effet, Schopenhauer nous dit, et ça peut paraître assez banal, eh bien, la volonté, c'est ce qui nous est immédiatement connu, c'est la chose que nous connaissons le plus directement, par l'expérience intime du corps, et il énumère tout un ensemble d'affects, la douleur, le plaisir, la souffrance, etc. Et ensuite, mais il va y avoir tout un développement pour construire ce concept de volonté, parce que bien entendu, ce qu'il lui appelle volonté, c'est quelque chose qui est très différent de ce que la tradition intellectualiste de la philosophie, on peut remonter même jusqu'à la conception scolastique, nommait volonté. En effet, qu'est-ce que la volonté, si on prend la conception traditionnelle de saint Thomas? C'est ce qu'il appelle l'appétit rationnel, c'est-à-dire quelque chose qui relève d'une impulsion, mais d'une impulsion qui est guidée par l'intelligence, qui est coordonnée à ce qu'il appelle l'élection, et donc ce qui est éclairé
par une dimension rationnelle. Or, ce que Schopenhauer découvre sous le mot de volonté à travers l'expérience du corps, c'est une réalité qui est plus profonde, qui est déconnectée de la raison, de l'intellect, de toute cette tradition qui fonde la philosophie jusqu'à ce moment inaugural de Schopenhauer où on a pu voir un tournant dans l'histoire de la philosophie. Et donc, il va y avoir à la fois un geste inaugural dans le livre 2 qui est très fort, qui va apparaître assez simple, et tout un travail de déconstruction, pourrait-on dire, du concept de volonté pour faire coïncider le sens philosophique de ce concept avec la réalité telle qu'elle se découvre dans l'expérience du corps intérieur. Alors, pour essayer de comprendre cette distinction entre la volonté de Schopenhauer qui est sans raison et la volonté, disons, comprise comme libre arbitre, on va prendre un exemple qui est tiré du documentaire de Raymond Depardon, Délit flagrant, dans lequel on entend comment un accusé va justifier un acte qu'il a fait en fournissant des motifs, ce qui est, selon Schopenhauer, un mauvais exemple de ce qu'est la volonté telle que lui l'entend. Écoutez. Pourtant, la police m'indique que vous avez été attrapé en 1993 pour un vol de cyclo, pour des violences, pour des voitures cassées et pour des vols dans des voitures. C'est vrai ça? Oui, madame. Et vous avez jamais été en prison? Mais je vais arrêter. Obligé d'arrêter, sinon... Qu'est-ce que vous vouliez faire de ces objets? Quoi? Eh bien, le sac et tout ça, c'était pour quoi faire? Ah, je vais voir ce qu'il y a dedans. C'est intéressant. J'ai rajouté, alors, j'ai volé le sac, je n'ai pas cassé la vitre de la voiture, elle était déjà cassée. Ça, je suis pas obligée de vous croire, hein. Bon, mais je marque. Ouais, je marque. J'ai volé le sac, je n'ai pas cassé la vitre de la voiture, elle était déjà cassée. Le sac était sur la banquette arrière, je voulais voir ce qu'il y avait dedans. Vous allez voir un avocat, et ensuite vous allez voir le tribunal. Et maintenant, comme vous dites, maintenant vous êtes majeur. Donc maintenant, il faut s'expliquer tout de suite quand on a fait un délit. Ah, je suis pas libéré aujourd'hui? Non, monsieur, vous n'êtes pas libéré aujourd'hui. Vous avez eu trop l'habitude de faire quelque chose et puis il ne se passe rien. Aujourd'hui, malheureusement, il se passe quelque chose. Parce qu'il faut arrêter ça. Je ne sais pas ce que fera le tribunal. Mais oui, monsieur, c'est sérieux. Le mot volonté, qui doit nous découvrir l'essence la plus intime de toute chose dans la nature, à l'instar d'un mot magique, n'est en aucun cas une grandeur inconnue, une chose obtenue par raisonnement. C'est quelque chose de connu parfaitement, de manière immédiate, et si bien connu que quelle que soit l'essence de la volonté, nous la comprenons et connaissons mieux que n'importe quelle autre chose. Vincent Stanek, voilà, j'ai lu un extrait du paragraphe 22 du Monde comme volonté comme représentation, dans lequel Schopenhauer dit que le mot de volonté doit être comme un mot magique qu'on ne peut pas ramener à une grandeur ou à une grandeur connue ou à une chose obtenue par raisonnement. Et l'extrait du documentaire de Depardon nous donnait à entendre peut-être l'illustration de cela. Dire j'ai fait tel acte parce que je voulais, j'ai volé le sac à main parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans, c'est se donner l'illusion que la volonté peut avoir un but, on peut donner des motifs à son action, et c'est bien différent de la volonté telle que l'entend Schopenhauer comme principe métaphysique explicatif. Alors la mise en scène de l'extrait que vous avez donné de Schopenhauer et par rapport effectivement à l'extrait audio qu'on vient d'entendre, c'est une magnifique illustration de thèses qui paraissent paradoxales. D'une part, Schopenhauer qui nous dit bien la volonté, c'est ce qui paraît c'est ce qui est la chose la plus connue et la plus évidemment connue. Et d'autre part, effectivement, cette thèse qui consiste à dire, de l'extrait qui montre qu'en fait, quand il s'agit d'évoquer les raisons, il y a une forme d'illusion qui est que si on se place du point de vue des raisons, on n'atteint pas véritablement la volonté. Et c'est ce que montre fortement Schopenhauer, parce que il explique que la volonté, en son fond le plus profond, est irréductible aux raisons. Ça, c'est aussi l'acquis du livre 1. En effet, quand on convoque les raisons, qu'est-ce qu'on convoque? On va convoquer les motifs.
On va dire, eh bien, j'ai agi parce qu'il y avait ce contexte, ces caractéristiques causales, etc. Mais tout ça ne sont, pour Schopenhauer, que des explications qui relèvent de l'occasionnalisme. Pourquoi la volonté agit-elle précisément, se décide-t-elle, pourquoi cette impulsion surgit-elle? Au fond, c'est une question qui est irréductible à l'explication psychologisante par des causes et des motifs. Et donc, il y a quelque chose qui relève de ce que Schopenhauer appelle l'Abgrund, c'est-à-dire ce qui est sans raison. Et la volonté, dit Schopenhauer, il y a des textes très intéressants où, par exemple, il explique que qu'est-ce que peut faire l'intelligence? L'intelligence peut décrypter les motifs, peut essayer de les déceler, peut essayer de les exposer, de les mettre à plat. Quant à dire pourquoi la volonté réellement intervient, il y a quelque chose qui est un mystère insondable. Et il ajoute, quand la décision de la volonté, la véritable impulsion de la volonté surgit, eh bien, le sujet connaissant y assiste comme à l'immixtion d'une volonté quasiment étrangère. Et donc, il y a des textes de Schopenhauer qui insistent fortement sur le fait que la subjectivité, quand la volonté agit, eh bien, il y a une sorte de submersion du sujet par une volonté qui est une instance métaphysique et donc forcément transindividuelle. C'est ce qu'il montre par exemple quand il analyse les phénomènes de l'instinct, les phénomènes de l'instinct sexuel notamment, quand par exemple la subjectivité va jusqu'à se sacrifier pour assurer l'existence d'un principe transindividuel qui est celui d'une volonté qui consiste à protéger plus que l'individu lui-même. Donc vous voyez, dans la volonté, entendu au sens métaphysique, comme un principe métaphysique universel, il y a quelque chose qui déborde largement ce qu'on entend par l'acte de celui qui dit « je veux ». Oui, c'est ça, il ne reste pas grand-chose de la volonté déterminée par un choix qui est le fruit d'une décision rationnelle. La volonté est quasiment de l'ordre de l'instinct ou de la pulsion. Est-ce qu'on peut dire ça ou est-ce que ça c'est encore un contresens? Non, ce que dit Schopenhauer va clairement en ce sens. Et justement, une des originalités de la doctrine de Schopenhauer dans l'histoire de la philosophie, c'est justement d'avoir tordu le concept de volonté, de l'avoir déconstruit et de l'avoir réorienté dans le sens de l'analyse de ce qu'on pourrait appeler la pulsion. Alors pourquoi garde-t-il, pardonnez-moi, mais pourquoi garde-t-il le terme de volonté dans ce cas si c'est pour en changer radicalement le sens? C'est une question qu'on peut poser, effectivement. D'ailleurs, il y a un texte de Bergson qui pose cette même question, qui dit pourquoi appeler cela volonté plutôt qu'autre chose, effectivement. Je crois qu'il y a le souhait, malgré tout, chez Schopenhauer, de conserver un concept qui est de l'ancrage dans la conscience, j'allais dire, spontanée. Mais ensuite, tout le trajet de la doctrine de Schopenhauer va consister justement à en faire l'archéologie et à en découvrir le socle pulsionnel. Et c'est pour la raison pour laquelle, pour reprendre le texte que vous lisiez tout à l'heure, finalement, ça va être de partir d'une connaissance que chacun a spontanément et à lui faire un trajet philosophique jusqu'à rejoindre des modalités où il y a beaucoup moins d'évidence de ce concept-là. Et c'est la raison pour laquelle les analyses de Schopenhauer, par exemple, sur l'instinct ou l'instinct sexuel, ont gardé une importance fondamentale dans l'histoire de la philosophie parce qu'il y montre que justement la volonté individuelle, la conscience spontanée considère comme sa volonté, est en quelque sorte subsumée par une volonté transindividuelle. C'est ça, et on passe de la volonté individuelle à une volonté avec un grand V, peut-on dire, qui est un principe métaphysique. La question restant de savoir ce qu'il reste de la volonté de vivre au sein de cette volonté avec un grand V, qui elle, vous l'avez dit, est transindividuelle. Alors est-ce que c'est comme un principe, un moteur de vie ou de survie, de perpétuation de vie ou pas? Ça, Arthur Schopenhauer pose la question lui-même. C'est dans le paragraphe 29 du livre 2 du Monde comme volonté, comme représentation. Toute volonté est volonté de quelque chose. Toute volonté possède un objet qui est le but de son vouloir. Mais en dernière instance, que veut et à quoi aspire cette volonté qui nous a été présentée comme l'essence en soi du monde? Tout acte de la volonté chez un individu connaissant possède nécessairement un motif sans lequel cet acte ne pourrait intervenir. Mais en aucun cas le motif ne détermine ce que veut cet être en général ou ce qu'il veut de cette manière. Ceci est la manifestation de son caractère intelligible, lequel, en tant qu'il est la volonté elle-même, la chose en soi, est dépourvu de raison puisqu'il se situe en dehors du domaine du principe de raison. Ainsi s'explique que tout homme aussi
a constamment des buts et des motifs en fonction desquels il dirige son action et qu'il sait à tout moment rendre compte de ce qu'il fait. Mais si on lui demandait pourquoi il veut en général, ou pourquoi il veut exister tout simplement, alors il ne saurait aucune réponse. Bien plus, la question lui semblerait incongrue. Or, c'est précisément dans cette réaction que s'exprimerait, à proprement parler, la conscience que lui-même n'est rien d'autre que la volonté dont le vouloir en général se comprend de lui-même et ne nécessite de détermination plus précise par des motifs que dans ses actes particuliers pour chaque instant. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance, il est 10h27, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée à Schopenhauer et entre lecture du monde comme volonté et représentation, l'ouvrage de Schopenhauer. Et pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le philosophe Vincent Stanek, qui est avec nous en duplex depuis Dijon. Vincent Stanek, qui est l'auteur de la métaphysique de Schopenhauer paru chez Vrin, des lectures du livre 1 et 2 du monde comme volonté, comme représentation aux éditions Ellipse, un petit livre très utile pour notamment les étudiants qui veulent s'atteler à l'étude de ce texte. Et Vincent Stanek qui a également participé à la traduction et à l'annotation du monde comme volonté et représentation chez Gallimard en folio essai. À Juliette, qui chante ici, interprétée par Nathalie Dessay, « Je veux vivre dans ce rêve » dans l'opéra de Charles Gounod. Schopenhauer répondrait probablement, Vincent Stanek, certes, mais vous ne savez pas pourquoi vous voulez vivre. C'est ce qu'il disait dans le texte qu'on a entendu juste avant. Oui, c'est une magnifique juxtaposition du texte de Schopenhauer et de cet extrait musical. Dans l'extrait de Schopenhauer qui a été lu tout à l'heure, ce que Schopenhauer soulignait fortement, c'est que si on demandait à une personne de nous dire pourquoi est-ce qu'elle veut ceci, elle répondrait justement qu'elle veut ceci, cela, parce qu'elle voudrait avoir ceci, parce qu'il y a des raisons, parce que c'est le moment de vouloir, parce qu'elle a ce projet, etc. Et ce que souligne fortement Schopenhauer, c'était, mais si on lui demandait, mais pourquoi est-ce que tu veux ? Pas un objet précis, pas maintenant, pas cette chose que tu voudrais avoir ou que tu voudrais acheter, mais pourquoi est-ce que tu veux ? Et quel est le fondement de ce vouloir finalement ? Et la personne resterait complètement interdite. Et Schopenhauer dit, dans cette espèce de stupeur, il y a quand même l'indication vers la métaphysique. Parce que précisément, c'est dans cette stupeur de la raison, ou dans ce silence, dans cette absence d'explication, que se cache véritablement en creux la métaphysique. Précisément, la volonté, eh bien, c'est ce qui résiste au principe de raison. Et donc, ce silence de la personne à qui on poserait cette question indiquerait que la voie de la métaphysique est par là. Et donc, la volonté, effectivement, résiste à l'explication par les motifs, par les raisons, et montre bien que quand la volonté, elle a un objet, elle a une orientation, mais qui excède la dimension strictement individuelle. C'est toute l'ambiguïté du concept qu'on retrouve dans le monde comme volonté, qui est celui de volonté de vivre, qu'on ne trouve pas au livre 2, mais qui apparaît plus tard, parce qu'il a deux sens. La volonté de vivre, c'est l'affirmation de soi, c'est-à-dire c'est la volonté de se perpétuer, de se garder, de conserver son intégrité physique, mais il y a quelque chose qui tout de suite déborde l'individualité et qui va vers le sens d'une volonté transindividuelle. En effet, comme l'explique Schopenhauer, la volonté, c'est aussi un principe cosmique,
c'est aussi un principe universel, et par exemple qui se manifeste dans le fait que l'individu travaille souvent pour l'espèce plutôt que pour lui-même. C'est tout le sens de la fameuse métaphysique de l'amour sexuel, qui est un des c'est un texte qu'on fait souvent de Schopenhauer, même quand on ne connaît pas le reste. Voilà, exactement, et qui montre très bien qu'il y a la volonté qui pense se diriger selon des motifs, c'est-à-dire qui pense choisir telle femme parce qu'on l'aime et parce qu'on trouve qu'elle est belle, etc. Et en fait, il y a la volonté de vivre, j'allais dire au carré, qui travaille au-delà de l'individu pour l'espèce, parce qu'au fond, l'individu est déterminé par l'espèce. Comme une ruse de la nature qui fait que l'homme aurait envie de coucher avec telle personne, en fait, pour permettre à la nature de se perpétuer par la reproduction sexuelle. C'est le sens de ce que dit Schopenhauer. Et donc, finalement, dans la volonté de vivre, l'individu est toujours décentré parce qu'il est gouverné par une pulsion qu'il dépasse. Et finalement, et c'est le dernier sens de la volonté de vivre, c'est aussi la volonté au sens le plus général qui est une architecture, en quelque sorte, des phénomènes du monde et qui oriente, si vous voulez, l'ensemble des phénomènes vers la vie comme son phénomène ultime. Et ça, c'est un sens ultérieur, plus élaboré, plus cosmologique du concept de volonté qui apparaît aussi dans le livre 2. Mais alors comment Schopenhauer permet-il de penser l'articulation entre la volonté, principe métaphysique, principe cosmique, dont vous venez de parler, et une volonté qui serait subjective? Parce qu'on a vu qu'avec le corps, il essayait de penser les deux. Il est difficile de voir comment la volonté peut être à la fois ce principe universel et en même temps être vécu comme tel par chacun des individus. Alors effectivement, ça c'est la grande difficulté, enfin il y en a plusieurs, mais c'est une des grandes difficultés de la doctrine de Schopenhauer, parce que comment d'un principe découvert dans la sphère de l'expérience intérieure, comment dégager un principe qui vaille pour toutes les réalités, y compris les réalités inanimées, puisque si la volonté, c'est vrai, oui. Si la volonté c'est l'en-soi, comme dit Kant, si la volonté c'est pour reprendre les concepts platoniciens, c'est véritablement ce qui se va au-delà des phénomènes, la réalité véritable, ça vaut aussi, et Schopenhauer le dit très bien, pour les phénomènes inorganiques. Et donc, la chose n'est pas aisée, Schopenhauer le reconnaît volontiers, mais il ne peut y arriver que, justement, par le mouvement qui est le sien, qui est de partir d'un concept marqué par la psychologie, le concept de volonté, pour ensuite le déconstruire progressivement, pour le faire passer par l'analyse de l'instinct, pour ensuite le rapprocher d'un mouvement pulsionnel et finalement lui donner progressivement, si vous voulez, pour une allure finalement moins anthropomorphique et plus cosmique. Et c'est tout le mouvement qui a besoin de plus d'ailleurs que le livre 2 pour se déployer au sein de la doctrine de Schopenhauer. De même que la connaissance de l'unité de la volonté en tant que chose en soi, dans l'infinie variété et diversité des phénomènes, livre à elle seule l'explication vraie de cette analogie merveilleuse, impossible à ne pas reconnaître entre toutes les productions de la nature, de cette ère de famille qui permet de les considérer comme des variations d'un même thème qui ne serait pas donné. De même, par la connaissance saisie clairement et profondément de cette harmonie, de cette cohérence essentielle entre toutes les parties du monde, de cette nécessité de leur gradation que nous venons de considérer, s'ouvrira à nous une intelligence vraie et suffisante de l'essence intime et de la signification de la finalité indéniable de tous les produits organiques de la nature, finalité que par conséquent, nous présupposons aussi bien a priori quand nous examinons et jugeons ces mêmes produits. Remarquez que les plantes peuvent se maintenir en vie sans se déplacer. Elles puisent leur nourriture directement dans le sol, à l'endroit où elles se trouvent. Et grâce à l'énergie du soleil, elles transforment cette matière inanimée qui est dans le sol en leur propre matière vivante. Je suis né à Torfou. Je suis né à Paris, en Bretagne, Dans les Mauges. dans une clinique, dans une île, C'est une voisine. avenue de la République, ce qui veut dire Le pays des bœufs, du golfe du Morbihan. dans le 11e arrondissement, comme on disait dans la ferme de mes parents. On l'appelait et du mur des fusillés.
Qui a accouché ma mère? L'île Logoden. J'ai l'impression. Lorsque le médecin est arrivé, L'île aux souris. Si loin maintenant 50 ans. il était trop tard. C'est là qu'il y a 1000 ans. mon grand-père. Il y aura bientôt 37 ans. Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça exige de se déplacer. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace. France Culture, Les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Van Rett. Cette fois-ci, c'est Alain Resnais dans Mon oncle d'Amérique qui nous permet de poser une nouvelle question à Schopenhauer. On a entendu le professeur Henri Laborie qui explique comment le comportement humain fonctionne en le distinguant des plantes. Chez Schopenhauer, justement, la volonté est le principe métaphysique qui unit tout l'univers. Mais comment penser la multiplicité de ces manifestations ? Eh bien, peut-être, Vincent Stanek, c'est grâce au concept de finalité qui était présent dans le texte que j'ai lu ensuite, le paragraphe 28 du Monde comme volonté et représentation. C'est grâce à ce concept, donc, que l'on peut penser ensemble la volonté comme unique principe métaphysique et la multiplicité de ces manifestations au sein des hommes, mais aussi au sein de l'univers dans son ensemble, c'est-à-dire à la fois avec les plantes et les animaux. Et effectivement, dans le texte que vous avez lu, il y a une très belle expression de Schopenhauer sur laquelle on peut revenir. Il dit, eh bien, quand on observe les manifestations de la volonté au sein de l'univers, il s'agit comme de variations sur un thème qui ne serait pas donné. Et alors, on pourrait d'ailleurs reconstituer toute la philosophie de Schopenhauer et sa méthode à partir de cette seule citation. C'est-à-dire que le monde nous présente des variations infinies, donc ça veut dire que derrière, il y a bien un principe unique qui se déploie. Et donc, ce qui est désigné ici comme un point asymptotique, c'est l'unité de la volonté qui est derrière l'infinité de ces phénomènes. Alors cette unité, d'ailleurs, Schopenhauer y réfléchit. Il dit très bien que c'est une unité métaphysique. Le principe d'unité que nous connaissons, nous, dans les phénomènes, c'est l'unité spatio-temporelle. Mais l'unité spatio-temporelle, ça ne vaut que pour les phénomènes. Donc il y a une unité qui est distincte de l'unité phénoménale et qui est celle de la volonté. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est le fait que cet univers, et Schopenhauer le note très fortement, il n'est pas totalement désordonné. Ce n'est pas un chaos. Pour Schopenhauer, il y malgré tout ce qu'on peut appeler un principe d'ordre. Autrement dit, il y a il explique qu'il y a une forme de gradation des phénomènes. Et là, il reprend un vieux concept platonicien, qui est le concept d'idée, et il dit, eh bien, si on considère, prenons un exemple très simple, les lions, eh bien, il y a bien, tous les lions ont un principe qui les unit. Il y a donc une espèce qui se manifeste et qui montre bien qu'au-delà de la diversité de tous les lions, il y a un principe unique. C'est l'espèce. Et il en va de même pour tous les phénomènes de la nature. Et au-delà, il y a encore une fois une unité qui fait converger toutes ces idées elles-mêmes. Et donc finalement, l'univers de Schopenhauer, on pourrait considérer, par rapport au chaos originel de Nietzsche, qu'il y a quelque chose d'assez ordonné dans sa vision de l'univers. Et il explique qu'il y a ce qu'il appelle des degrés d'objectivation de l'idée. Il y a les forces inanimées, il y a les espèces qui sont les espèces animales, et puis couronnant ce qu'on pourrait appeler l'ordre, peut-être pas de la création, mais en tout cas l'ordre de l'univers, il y a les individus humains. Et donc, vous voyez, cette unité, elle se déploie progressivement, et ensuite, ce qui est la marque aussi de l'unité originelle de la volonté, c'est le troisième niveau d'explication, c'est, vous l'avez dit, la finalité. Et ça, c'est problématique, parce que d'après tout ce que vous avez dit au cours de cette émission, la volonté ne se donne pas de motif, elle n'a pas forcément de but, on ne peut pas rendre aux raisons du vouloir vivre, et là, Schopenhauer introduit le concept de finalité, comme si tout était orienté vers une fin. Mais alors justement, tout l'intérêt, c'est le travail que Schopenhauer fait sur le concept de finalité. Alors, par exemple, il prend le concept de la finalité interne.
c'est-à-dire l'agencement des différents organismes au sein des différentes parties au sein d'un organisme. Et il explique bien qu'il ne faut pas essayer de concevoir la finalité sur le mode les motifs proprement humains ou les motifs de la psychologie. La finalité, ce n'est pas la finalité telle que nous la proposons, nous, à travers nos buts et les projets que nous avons à réaliser. Ce n'est pas la finalité consciente et intelligente de la subjectivité humaine. Et c'est tout le sens de ce qu'il veut montrer. Parce qu'il veut montrer que la volonté, entre guillemets, peut avoir une orientation, elle peut avoir un projet, entre guillemets, si l'on peut dire, mais que ce projet n'est absolument pas à concevoir sur le mode d'un projet humain. Et donc, il y a bien un ordre de la nature, il y a bien un agencement de la nature, il y a bien une finalité interne et aussi externe, parce qu'on voit bien que l'ensemble des phénomènes de la nature s'agencent les uns par rapport aux autres, mais il ne s'agit pas d'un rapport, si vous voulez, c'est pas un calcul sur le mode des calculs subjectifs en fonction de motifs, de causes, de raisons logiques. Et donc, encore une fois, on retrouve tout le travail de déconstruction propre à la pensée de Schopenhauer qui, à partir des déterminations subjectives et de la psychologie, je dirais, la plus courante, essaie de tendre vers un niveau de réflexion de la volonté plus fondamentale qui respecte malgré tout cette unité et cet agencement métaphysique qui est le point asymptotique de sa réflexion cosmique. Est-ce qu'on pourrait reprendre à Kant l'expression de finalité sans fin, essayer de l'appliquer à la métaphysique de Schopenhauer, puisque finalement si c'est une finalité qui est d'un ordre mais qui ne conduit pas à un but, c'est comme une fin qui serait là sur le mode de comme une satisfaction pour l'intellect humain sans qu'on puisse y assigner une fin véritable. Alors, ce que Schopenhauer explique, c'est qu'effectivement, et c'est tout, encore une fois, la grande trajectoire de sa réflexion, parce qu'évidemment, la théorie de la volonté qui commence dans le livre 2, qui est d'ailleurs le plus maigre, si l'on peut dire, de la réflexion de Schopenhauer, se poursuit jusqu'au livre 4, dans le livre 4, dans lequel il essaie d'envisager, si l'on peut dire, les fins dernières, même si le mot n'est pas tout à fait juste, de la volonté. Et il explique qu'à la fin, la réflexion doit s'arrêter parce qu'on atteint ce qu'il appelle l'épiphilosophie, c'est-à-dire des champs vers lesquels la réflexion ne peut plus être véritablement conclusive. Et donc effectivement, il y a à la fois l'idée d'une orientation, de quelque chose qui est assez paradoxal dans la philosophie de Schopenhauer, parce que par exemple, il dit bien que les différents phénomènes de la nature sont agencés. C'est-à-dire qu'il y a, entre guillemets, chez Schopenhauer, une supériorité, avec des guillemets, du phénomène humain sur le phénomène de la nature inorganique. Donc il y a bien, et c'est le sens de la volonté de vivre, il y a aussi un phénomène ascensionnel dans la nature, en quelque sorte, jusqu'à la vie. Parce que la vie, c'est aussi la représentation, et donc c'est la possibilité pour la volonté d'accéder à la conscience de soi. Donc vous voyez, il y a une espèce d'ascension, si l'on peut dire, vers la conscience de soi, qui est le sens ultime de la volonté de vivre, comme étant la vie étant la possibilité de la représentation, mais aussi l'idée que tout cela n'est pas finalement thématisable du point de vue des concepts de la psychologie empirique. Oui, mais du coup, ça repose à nouveau frais la question de la compatibilité ou du passage entre disons, comment le dire cette fois-ci en termes d'idées, les idées que lui-même appelle inférieures et les idées supérieures, ou la façon ou la volonté, disons, individuelle à la volonté avec un grand V, puisque vous avez bien montré comment Schopenhauer pense le passage d'une volonté individuelle à une volonté, disons, même affective, qui ensuite va s'élever progressivement vers un principe métaphysique. Mais comment, à partir de ce principe-là, on peut penser la multiplicité irréductible des volontés et des idées pour penser l'unité de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche dans les deux sens chez Schopenhauer. Alors effectivement, la question, c'est l'articulation de l'un et du multiple chez lui. Voilà. Et d'ailleurs, il dit qu'il reconnaît, d'ailleurs, c'est très, très significatif à la fin du livre, pas dans le livre 2 mais plus tard, qu'il y a un point qui chez lui qui n'arrive pas à déterminer précisément, c'est la question de l'individualité humaine. Puisqu'au fond, si le principe métaphysique est un principe transindividuel, et d'ailleurs c'est ce qu'il montre dans beaucoup d'analyses consacrées à l'instinct, par exemple, où il montre que l'individu est submergé par la pulsion, que l'individu n'est rien par rapport à l'espèce, par rapport à la pulsion d'autoconservation de l'espèce,
au fond, quelle est la place de l'individu humain dans la mesure où, par exemple, il y a la figure de l'artiste irréductible, il y a la figure du génie, qui semble se détacher quand même par son individualité propre. Il montre bien qu'il y a aussi dans l'organisation des phénomènes une sorte de progression de la volonté, des phénomènes de la volonté vers plus d'individualisation. Mais pour autant, l'individu, il dit par ailleurs que c'est irréductible à la volonté qui est transindividuelle. Et donc, il y a une sorte d'aporie, qu'il reconnaît lui-même dans sa doctrine, qui est concentrée sur la notion d'individualité. Jusqu'où va l'individualité? Jusqu'où va s'articuler l'un et le multiple? Jusqu'où la notion d'individualité au sens phénoménal peut aller? C'est quelque chose qui, dans sa doctrine, et sur le point de l'individu humain en particulier, reste comme un point encore incertain de sa doctrine et qu'il reconnaît comme tel. Oui, c'est ça, parce qu'on a du mal à penser à partir, en tout cas du livre 2, comment concevoir la manifestation de ma volonté en tant qu'expérience subjective comme manifestation de la volonté. Et ça, Schopenhauer ne permet pas de répondre à cette question. Alors, ce qu'il montre, c'est qu'il pointe justement, c'est tout le sens de ces analyses de l'instinct, justement. Puisque ce qu'il veut montrer, lui, c'est l'espèce de décentrement qui existe dans certaines expériences. Par exemple, je reprends le chapitre de la métaphysique de l'amour sexuel, mais dans d'autres qui sont repérés, par exemple, chez les espèces animales, entre l'individualité empiriquement déterminée, cet individu qui existe ici et maintenant, et quelque chose qui en lui se manifeste et qui va le décentrer et qui va travailler en quelque sorte pour une modalité supra-individuelle. Donc en fait, ce qui l'intéresse, c'est de repérer ce genre d'expérience où se produit le basculement de l'individualité à quelque chose qui la transcende. Et donc, ça indique clairement ce mouvement vers une volonté supra-individuelle. Mais après, précisément, l'articulation entre les deux, par exemple, il y a un point qui, dans sa doctrine, est problématique, c'est, encore une fois, puisqu'il y a des idées, c'est-à-dire des principes d'organisation des phénomènes, il dit que l'individu humain peut être considéré, et il dit en quelque sorte, et tout est dans le quelque sorte, comme une idée en tant que telle. C'est-à-dire c'est comme s'il y avait dans l'individualité humaine, en particulier dans la figure du génie, parce qu'il dit aussi il y a quelque chose de très aristocratique dans la pensée de Schopenhauer. La volonté, il y a des volontés plus individuelles que d'autres, si je puis dire. Il y a les produits mécaniques de la nature, la plèbe, pour le dire clairement, et puis il y a le génie, l'artiste, etc., qui s'en distinguent. Et Schopenhauer pense peut-être d'ailleurs à lui-même quand il dit qu'il y a des individus qui sans doute sont comme des idées, c'est-à-dire qu'ils ont un principe d'unité, qu'ils ont une unité en tant que telle. Mais pourtant, ça apparaît comme contradictoire avec l'idée selon laquelle toute volonté individuelle est débordée, submergée par une volonté transindividuelle. Donc il y a aussi dans la pensée de Schopenhauer, sinon des incohérences, du moins des tensions. Parce que la connaissance de soi ne permet pas d'expliquer le passage de l'un à l'autre. Si on peut penser à Spinoza, par exemple, pour qui la connaissance des causes qui nous déterminent permet de prendre conscience, de l'illusion du libre arbitre, ça c'est partagé par Schopenhauer, mais permet de ne plus subir justement l'effet qu'ont les causes extérieures sur nous. Chez Schopenhauer, la connaissance de soi n'est pas le moyen suffisant pour expliquer ce passage de la volonté individuelle à la volonté générale. C'est effectivement le point central qu'il souligne fortement quand il dit que la véritable métaphysique, c'est la combinaison de l'expérience interne et de l'expérience externe. C'est-à-dire que l'expérience interne, celle du point de vue subjectif, est en quelque sorte le point de départ de la métaphysique, mais cette expérience interne est évidemment insatisfaisante, puisque c'est en dépassant aussi certains phénomènes vus comme purement subjectifs que nous pouvons prendre conscience des manifestations de la volonté. Et par exemple, si on veut prendre conscience de ce qu'est la volonté, on peut considérer qu'il est plus instinctif de regarder certaines productions animales, par exemple, quand on voit, c'est l'exemple que prend Schopenhauer, l'araignée qui tisse sa toile, avec cette espèce de précision incroyable, avec cette espèce de sûreté dans le geste, eh bien, si on se dit que, on peut ne pas comprendre comment un être aussi simple peut construire quelque chose d'aussi compliqué, et bien justement, là, dans l'expérience externe, pour Schopenhauer, il y a une indication véritable de ce qu'est effectivement la volonté, c'est-à-dire quelque chose qui est irréductible au motif, à l'intelligence et à ce que nous pouvons en prendre, à la vue que nous pouvons en prendre du point de vue de l'expérience strictement interne. Donc il y a toujours chez Schopenhauer, et c'est ce qui fait l'intérêt de sa doctrine, une espèce de va-et-vient entre une psychologie, mais qu'il essaie de déconstruire, et une observation de la nature qui, sur certains points, donne des indications fortes sur justement le basculement de la volonté individuelle vers une volonté transindividuelle
irréductible à l'analyse selon des causes et des motifs. L'harmonie universelle entre sensations individuelles et principes métaphysiques chantée par les Beatles. Merci beaucoup Vincent Stanek d'être venu nous parler de Schopenhauer aujourd'hui. Je rappelle que vous étiez en duplex avec nous depuis Dijon et j'en profite pour remercier les équipes locales qui ont permis cette émission et je renvoie à la lecture de votre ouvrage, La métaphysique de Schopenhauer, paru chez Vrin. Les lectures du livre 1 et 2 du même ouvrage qu'on trouve aux éditions Ellipse et puis vous avez traduit et annoté Le monde comme volonté et représentation qu'on trouve chez Gallimard en folio essai. On est un peu en retard. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie pour sa chronique quotidienne. Bonjour Géraldine.